Merci beaucoup, bonjour à tous. D'abord, tous mes remerciements à l'équipe scientifique et logistique qui m'a invité à ces journées du genou. Ça me fait un grand plaisir et surtout de parler un petit peu de l'unicompartimental parce que effectivement, je faisais partie de ceux qui, au début, ne croyaient pas beaucoup à l'évolution de ces appareils. Simplement, en préambule, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai été le dernier thésé d'Albert Trillat et le premier chef d'Henri Dejour. Donc, j'ai eu une éducation qui était une éducation très rigoureuse, je dis pas rigoriste, mais rigoureuse, et ça c'est vachement important, et j'en ai un excellent souvenir, mais quand je suis sorti de l'école d'Henri Dejour, je connaissais très bien l'ostéotomie tibiale, je connaissais très bien la ligamentoplastie, mais malheureusement les prothèses, je connaissais pas beaucoup les prothèses du genou. Alors, actuellement, on parlerait des influenceurs, parce que c'est ces gens qui, sur les réseaux sociaux, vous permettent de découvrir des nouvelles choses. Et j'en montre 4 ici. Patrick Chiffrine d'abord et Jean-Louis Briard, qui étaient les apôtres de Philippe Cartier. Et puis Patrick Pfeffer et surtout Gérard Deschamps, qui a été mon successeur chez Henri Dejour et qui a vraiment fait exploser un petit peu la dynamique de l'unicompartimental dans l'école lyonnaise d'abord et puis ensuite en France. Alors mon credo à moi s'est forgé un petit peu au fil du temps sur un certain nombre d'éléments et en particulier l'expérience. Pour moi l'uni c'était des coupes d'abord au niveau du fémur plutôt qu'un resurfaçage. C'était un plateau fixe plutôt qu'un plateau mobile. Toujours un polyéthylène qui devait faire au minimum 8 mm et jamais dépasser 12 mm. Et puis enfin, une prothèse qui était cimentée et non pas sans ciment. Alors des échecs, effectivement j'en ai eu au départ. Ça c'était une prothèse de Brigham qui était un resurfaçage avec un implant qui était très fragile au niveau du fémur et qui cassait au bout de 3 ans. Un autre, la PCA, une belle aventure, mais un implant qui avait été dessiné uniquement par des ingénieurs et qui aussi emmenait très rapidement vers la faillite. Et puis cette prothèse, la Miller-Garland, que j'ai mis pendant très longtemps, avec d'excellents résultats, mais malheureusement, à très long terme, on voyait les soucis du metal back, qui, comme sur le schéma, montre que vous avez de facto une réduction de l'épaisseur du polyéthylène avec ce metal back, et c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée du metal back. Alors on parle du volume d'activité. Effectivement, vous voyez que pendant toute mon activité chirurgicale, j'ai eu à peu près l'équivalent de 15 à 20% de prothèses unicompartimentales dans mon activité chirurgicale. Alors, il faut parler un petit peu de cette expérience. Et il y a 2 séries que j'ai travaillées et qui ont été en particulier au moment du déconfinement. J'ai eu la chance de travailler avec Nicolas Tardy et de pouvoir recontacter les gens très facilement puisqu'ils étaient tous à leur domicile, sauf ceux qui étaient décédés bien sûr. Donc j'ai eu 2 séries, une première de 94 à 99 avec un taux de survie qui est plutôt bon de 94% et une deuxième série, curieusement, quelques années plus tard, avec un taux de survie qui est 90%, mais qui est encore bon, je trouve, par rapport à ce qui est écrit dans la littérature. Parce que le taux de révision est quand même plus élevé dans les unicompartimentales que dans les prothèses totales. Alors, mon expérience, effectivement, survie pas trop mauvais, moins bon que les prothèses totales, mais par contre, ce qui est fondamental, c'est que du point de vue fonctionnel, on a des résultats qui sont bien meilleurs en termes de fonction avec une prothèse unique, avec une prothèse totale, et un taux de morbidité beaucoup moins important. Et chose également importante, c'est qu'on a une rotule qui est totalement silencieuse. Alors, voilà, j'ai fait des unis bilatérales, bien sûr. J'ai fait des unis bilatérales avec une prothèse totale de l'autre côté. Et chaque fois, les patients disaient « Mais docteur, mais pourquoi vous ne m'avez pas mis la petite prothèse ?» Ou au contraire, quand on réopérait secondairement avec une unie, ils disaient « Mais pourquoi, docteur, vous ne m'avez pas mis la petite prothèse la première fois ?» Et dans l'article de Gérard Deschamps, vous verrez des propos croustillants également sur les comparaisons entre unis et prothèse totale chez ces patients. Alors, les points faibles, c'est les erreurs techniques. Ça, vous le payez tout de suite dans les 3 premières années, ainsi que la mauvaise sélection des patients, mais je crois qu'on va en parler beaucoup ce matin.
Le deuxième point faible, c'est ce type d'échec, d'enfoncement qui survient au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, malheureusement sans explication toujours précise. Et puis le très long terme, c'est la progression de la maladie arthrosique, et puis bien évidemment l'usure du polyéthylène, avec cette métallose quand on arrive en conflit métal-métal. Voilà des résultats, d'excellents résultats, d'excellentes fonctions à 15 ans et à 16 ans chez le même patient. Et donc l'UNI, c'est une niche. Ils font la comparer à l'ostéotomie tibiale qui, elle, dans toutes les méta-analyses, a une survie de 80% à 10 ans, mais avec une déviation standard qui est très très large. Et donc, c'est vraiment un petit peu la compétition avec l'ostéotomie tibiale d'un côté, mais si vous partez avec une population globale d'ostéotomie tibiale, vous allez en perdre 20% à 10 ans et qui seront réopérés avec des prothèses totales, effectivement, de temps en temps un petit peu difficiles. La survie des unis, c'est 87% en moyenne dans la littérature. Vous voyez que c'est quand même meilleur que l'ostéotomie, mais moins bon que la prothèse totale. Et si vous avez un échec de votre population, de toute façon, il sera converti sur une prothèse totale qui sera plutôt équivalent à une prothèse primaire. Et puis, la prothèse totale, effectivement, c'est elle qui a le meilleur taux de survie. Mais si vous avez une conversion d'une prothèse totale à faire, la révision sera toujours sur une prothèse beaucoup plus contrainte et avec une escalade chirurgicale la plupart du temps. Donc en conclusion, l'UNI pour moi c'était une niche calée entre l'ostéotomie tibiale et la prothèse totale. Le principal argument pour moi de l'utilisation des unis compartimentales, c'était l'excellent résultat fonctionnel et surtout le peu de morbidité de cette chirurgie. Je voudrais simplement terminer sur cette anecdote que certains d'entre vous connaissent, de Philippe Cartier, qui a quand même été le ténor de la chirurgie de l'UNI compartimentale. Et j'étais au meeting de la Société internationale du genou en 1982. Et John Insall présentait sa série de prothèses unicompartimentales avec malheureusement pas mal de mauvais résultats. Et un petit bonhomme s'est levé dans la salle et il parlait un très mauvais anglais. Il s'appelait Philippe Cartier et il a dit à Insall, il a posé la question, mais monsieur, vous avez des échecs parce que vous posez mal vos prothèses. Tout le monde a été interloqué et John Insall l'a regardé en lui disant, mais vous dites que je suis un mauvais chirurgien? Et alors là, il y a eu un grand moment d'hésitation dans la salle et Philippe Cartier a dit, yes sir. Ce qui n'a pas manqué effectivement d'alimenter une certaine animosité, mais ensuite une grande amitié entre Philippe Cartier et John Insall. Donc simplement pour conclure, moi je dirais que de temps en temps, dans les leçons de la vie, il faut savoir que les fous ont parfois raison. Je vous souhaite un bon congrès et une bonne utilisation de l'UNI compartimentale. Merci.